Bonjour à tous. Donc voilà, merci de votre présence à nouveau pour continuer notre journée de colloque. Donc on va commencer cet après-midi en compagnie d'Emmanuel Lin Tout-le-Monde, qui est data scientist et qui va nous faire une conférence sur l'éthique et l'interprétabilité des algorithmes. Merci. Du coup, effectivement, je vais vous faire une conférence où je vais parler je vais poser la question, est-ce qu'il est possible d'avoir une éthique sans interprétabilité? Moi, je vais d'ailleurs y répondre assez rapidement. Et j'ai un petit peu sous-titré, du coup, cette conférence qui est une vue pragmatique de l'interprétabilité en data science. Je vais essayer de vous expliquer un petit peu, moi, ce que je fais au quotidien et comment ça fonctionne. Alors d'abord, je vais me présenter un petit peu plus longuement. Je m'appelle donc Emmanuel Lin Tout-le-Monde. Je suis consultant en data science dans une entreprise qui s'appelle Octo Technologies. Consultant en data science, ça veut dire que je vais chez mes clients, des entreprises du CAC 40 principalement, et je les aide à cadrer, à prototyper et à mettre en production des projets de data science. Ça veut dire que je code quand même 60% de mon temps, et je code principalement dans un langage qui s'appelle Python. En parallèle de cela, sur mon temps de recherche et développement, j'ai passé beaucoup de temps à me poser des questions sur l'interprétabilité des systèmes de data science. J'ai notamment écrit un article qui est sur le blog de mon entreprise. Mon intervention va se dérouler un petit peu comme suit. D'abord, je vais essayer en introduction de vous dire pourquoi je viens vous parler d'interprétabilité à un colloque qui parle d'éthique. Ensuite, on va détailler un petit peu le besoin de comprendre qui ont les différents utilisateurs autour de notre système de data science. Puis, je vais vous montrer pourquoi on n'est pas interprétable. Pourquoi ce qu'on fait en data science, n'est pas ou peu interprétable. Et puis finalement, on parlera de pistes de solutions. Alors, pourquoi vous parler d'interprétabilité dans un colloque sur l'éthique? En data science, hier, il y a 5 ans, il y a 10 ans, on avait des démarches assez peu structurées. C'est-à-dire qu'on prenait des données à un endroit, on les déversait dans un système, on faisait des manipulations, on faisait des choses. Ça donnait un résultat, et puis on s'en servait. Les cas d'usage étaient très souvent marketing. Il s'agissait de faire du ciblage marketing. Le ciblage marketing, c'est identifier des potentiels clients, des gens qui pourraient être intéressés par votre produit, leur envoyer une publicité et espérer qu'ils achètent. C'était un bon cas d'usage parce que ça existait déjà bien et ça permet d'avoir un retour sur investissement rapide. L'objectif quand on faisait cela, c'était de prouver la valeur de la data science. Aujourd'hui, c'est quelque chose de fait. On sait que la data science, ça marche, on sait que ça peut apporter quelque chose, et on est en train de structurer nos démarches. On est en train d'industrialiser tout ça, et on est en train de généraliser les usages. On a déjà beaucoup parlé d'usages ce matin. J'en ai repris quelques-uns qui viennent de la presse, dont vous avez peut-être entendu parler. Il y a AlphaGo, le fameux joueur, l'intelligence artificielle qui a battu tous les êtres humains au jeu de Go. C'est un jeu extrêmement compliqué de ce que j'ai compris. Et du coup, un ordinateur est capable d'être bien meilleur que tous les êtres humains. C'est assez impressionnant. On fait beaucoup de progrès dans la voiture autonome. Alors il faut faire attention, dans la voiture autonome, tout n'est pas piloté de manière apprise, on va dire. Il y a beaucoup de règles physiques qui sont implémentées. En fait, dans la voiture autonome, la partie détection d'objets est faite généralement avec des algorithmes de machine learning. Détecter que devant moi j'ai une voiture, détecter que devant moi j'ai un être humain. Par contre, la partie dire est-ce qu'il faut accélérer, ralentir, des choses comme ça, c'est des règles physiques bien connues. On connaît l'accélération, on connaît la vitesse, on connaît les distances. Et donc, ils ont juste implémenté les règles physiques pour prendre les décisions. Il y en a un petit peu dans la santé, dans la détection de cancer et dans la robotique. Ça, c'est ce qu'on voit beaucoup dans la presse. Ce dont je voulais vous parler aussi, c'est ce que je vois moi en mission dans les entreprises du CAC 40. C'est pas toujours aussi sexy que ce qu'on voit dans la presse, mais ça marche quand même. En fait, ce qu'on cherche à faire, c'est à optimiser des processus internes. C'est quand même vachement moins rigolo. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire optimiser des campagnes marketing, c'est-à-dire identifier les bons clients à qui il va falloir envoyer de la publicité pour qu'ils achètent mon produit. Prédire un risque de réintervention d'un technicien, c'est-à-dire si j'envoie un technicien à un endroit pour qu'il fasse quelque chose, est-ce qu'il va devoir revenir le lendemain parce qu'il n'aura pas eu le temps de finir, parce qu'il n'avait pas la bonne pièce? Ça va être faire de la détection de défauts. Si sur une chaîne de production, suivre sur une chaîne de production, est-ce qu'à un moment, il y a des défauts sur mon produit? Ou est-ce qu'il est bon et je peux l'envoyer chez les clients? Ça va être faire de la maintenance prédictive, prédire que mon système va tomber en panne. Ma pompe, par exemple. Donc ça, c'est les cas d'usage qu'on voit un peu plus dans les groupes du CAC 40. On a aussi vu dans la presse pas mal de cas d'usage qui ont eu des conséquences un petit peu néfastes. On en a parlé ce matin de certains. On a eu le cas d'une voiture autonome d'Uber qui a malheureusement percuté et tué un piéton.
On a eu Cambridge Analytica, où il y a des données qui ont été volées et qui ont servi à faire du lobbying politique. On a eu Amazon Alexa, l'assistant virtuel de Amazon, qui a écouté des conversations sans qu'on lui demande et qui a en plus envoyé cette conversation à des gens qui n'étaient pas dédiés. Puis on a eu Amazon et d'autres groupes d'ailleurs qui se sont fait prendre à ça, qui ont fait une intelligence artificielle qui aide à sélectionner les CV. Plus précisément, à trier les CV pour les prioriser auprès des RH et pour pouvoir du coup organiser après ça les entretiens d'embauche. Le problème, c'est que cette intelligence artificielle a été rapidement sexiste. C'est-à-dire que dans le monde du développement, elle ne sélectionnait plus que des CV masculins, elle ne sélectionnait aucun CV féminin. C'est important de s'attarder sur celle-là parce qu'on dit qu'il faut remettre un usage, il faut laisser une part de décision à l'humain. Et c'est ce qui est fait dans ce cas-là, puisque en fait, c'est juste un tri de CV qui est fait, et l'être humain, après ça, choisit les CV qu'il veut contacter pour organiser un entretien. Et pourtant, c'était quand même sexiste, parce qu'en fait, il a limité les capacités de choix de l'être humain. Si les CV féminins se retrouvent tous après la page 100 dans les résultats, la personne des RH ne va jamais aller chercher page 100 un CV pour organiser un rendez-vous. Donc même s'il y a une part d'humain, il faut faire attention à la liberté qu'on laisse à ces humains. Donc on l'a vu, les intelligences artificielles qu'on construit deviennent impactantes et commencent à avoir des impacts réels sur la société. On a vu des bons et des mauvais exemples. Et du coup, il y a une volonté de comprendre qui commence à venir. Et même ce matin, Léo, je crois, disait qu'il faut qu'on ait une forme de symétrie, c'est-à-dire que les gens puissent réagir dessus. Pour pouvoir réagir, il faut au moins comprendre comment ça se fonctionne. Et ce que je vous propose dans la suite de ce talk, c'est de rentrer un petit peu dans ce que fait le data scientist, et pour voir comment on va pouvoir interpréter, comment on va pouvoir comprendre ces résultats. Donc je vais maintenant aborder avec vous, je vais essayer de détailler un petit peu ce besoin de comprendre et d'avoir confiance. En fait, si on prend un système d'intelligence artificielle très schématique, ça ressemble à cela. Il y a des données en entrée, il y a des traitements qui sont faits, et en sortie, il y a une décision, un oui-non, un bleu-rouge, un chien-chat, un piéton, une voiture, peu importe, mais ça ressemble à cela. Et autour de ce système, il y a différentes personnes qui vont interagir, différentes typologies de personnes. Il y a d'abord l'équipe de développement. Alors l'équipe de développement, j'en fais partie en tant que data scientist, mais il va y avoir aussi les métiers. Les gens qu'on appelle les métiers, c'est les personnes qui ont la connaissance du domaine. Par exemple, un médecin, si je fais une intelligence artificielle qui touche à la médecine. Et donc toutes ces personnes qui travaillent à construire cette intelligence artificielle, ils ont besoin de la comprendre, de comprendre ce qu'elle fait pour être capable de l'améliorer et de la débugger en cas de problème. Il y a un deuxième type de personnes qui gravitent autour de cette intelligence artificielle, c'est les utilisateurs, c'est-à-dire les personnes qui vont devoir consommer cette prédiction et en faire quelque chose. Par exemple, si vous avez un système de prédiction de panne, et donc vous allez dire à un technicien, attention, va réparer cette machine, elle va tomber en panne dans les 2 prochains jours. Et bien, il va avoir besoin de comprendre cette prédiction pour être capable de dépanner plus facilement cette machine. Il va être nécessaire de lui dire, on pense qu'elle va tomber en panne parce qu'il y a ce capteur de température qui donne une température beaucoup trop élevée par rapport à la normale. Alors il va pouvoir aller ouvrir la machine, regarder le capteur de température et apporter une solution. Le troisième type de personnes, c'est les personnes qui subissent entre guillemets la décision, ceux qui sont concernés par la décision. Par exemple, c'est le patient à qui on dit vous avez un cancer. On lui dit vous avez un cancer, mais comme il le fait aujourd'hui avec son médecin, il va lui demander pourquoi, explique-moi. L'explication rouge du coup ne devrait pas suffire. Pour ceux qui ont écouté Alexei tout à l'heure. Le quatrième type de profil qui va interagir autour de mon intelligence artificielle, ça va être les régulateurs. Alors il en existe déjà certains. Il existe la CNIL qui a posé un règlement récemment sur l'utilisation des données. Il existe la Banque Centrale Européenne. La Banque Centrale Européenne, parmi d'autres choses, vient auditer les modèles de risque des banques. Un modèle de risque pour une banque, c'est un modèle qui va dire j'ai tous ces crédits, je pense que ceux-là, il y a une forte chance qu'ils ne me remboursent pas, je pense que ceux-là, ça va aller, et je pense que ceux-là, je suis sûr, ils vont me rembourser. Ça fait qu'ils vont devoir provisionner de l'argent pour s'assurer qu'ils sont bien remboursés. Eh bien, la Banque Centrale Européenne va s'assurer que ce modèle a été bien construit. Ce que je pense, c'est qu'il va y avoir d'autres régulateurs qui vont pousser prochainement, dans la santé probablement, et sur la voiture autonome au moins.
Maintenant qu'on a vu les différents profils qui gravitent autour de notre intelligence artificielle et qui ont tous besoin au final de comprendre, je vous propose 3 notions pour découper l'interprétabilité. La première, c'est l'explicabilité. L'explicabilité, c'est la capacité à apporter des explications suite à une prédiction, suite à une décision. Donc je suis capable de dire, je te dis que tu as un cancer parce que regarde, il y a cette zone qui semble problématique, et puis je continue à apporter des choses. La deuxième notion, c'est la notion de transparence. De transparence, c'est-à-dire de mettre à disposition des utilisateurs, mais aussi de rendre cela intelligible pour qu'ils puissent comprendre le fonctionnement. J'insiste sur rendre aussi intelligible. Des fois, on dit c'est transparent parce que c'est accessible, allez-y. Si c'est pas intelligible, ils vont rien en faire. La troisième notion que je voudrais vous proposer, c'est la prouvabilité. La capacité à apporter une preuve de la justesse du résultat. C'est être capable de dire ce que j'ai fait, c'est juste. C'est ce que la Banque Centrale Européenne va chercher dans les modèles de risque. En fait, quand elle va auditer les banques, elle va vérifier que l'algorithme qu'ils ont construit est juste. La troisième question que je vous propose de vous poser, c'est la question du quoi. Qu'est-ce que je veux interpréter? Là, j'ai repris mon intelligence artificielle de tout à l'heure, et je peux vous proposer d'interpréter une prédiction. Donc, pour ce patient à qui j'ai dit qu'il avait un cancer, je lui explique, voilà, vous avez un cancer pour cela. Je peux chercher à expliquer toutes les prédictions. C'est-à-dire que pour la totalité de mes patients, je vais devoir apporter une explication sur pourquoi il a un cancer. Pourquoi ils ont ou pas, d'ailleurs, des cancers. Je peux chercher à expliquer juste une brique de mon système, parce qu'en fait, ces systèmes sont extrêmement complexes. Il y a beaucoup de choses. Une partie traitement de données, une partie machine learning, une partie... Voilà, différentes briques. On pourrait en expliquer juste une, bloc à bloc. Je pourrais chercher à expliquer le chemin de la donnée, d'une donnée dans mon système, c'est-à-dire depuis son entrée, depuis le moment où je collecte cette donnée, en passant par les différentes briques de mon système jusqu'à la prédiction, par où elle est passée. Je pourrais chercher à expliquer tout mon système. On se rend compte que ça va être très différent au final, et ça dépend des situations et de nos utilisateurs. La quatrième question que j'aimerais vous proposer, c'est la notion de l'effort que va fournir l'utilisateur pour comprendre. Est-ce que cet utilisateur est prêt à vous consacrer des secondes, des minutes, des heures, des années? Le régulateur européen, quand il vient faire un audit, il y consacre quelques mois. Un patient à qui vous dites vous avez un cancer, il va vous consacrer peut-être 10 minutes, 1 heure pour l'explication, il ne va pas vous consacrer quelques mois. Le data scientist qui construit une intelligence artificielle, lui, va y consacrer de nombreuses années d'études et de nombreuses années de pratique pour comprendre. Donc elle est très importante cette question, c'est combien de temps votre utilisateur va vous donner pour que vous vous expliquiez. Ainsi, pour découper ce problème de l'interprétabilité, ce que je vous ai proposé, c'est de vous poser 4 questions. Pour qui? Qui veut comprendre? Pourquoi? Qu'est-ce qu'on va chercher à faire avec cette compréhension? Est-ce qu'on va chercher à vérifier? Est-ce qu'on va chercher à améliorer? Est-ce qu'on va chercher à juste comprendre? Quoi? Est-ce qu'on cherche à comprendre tout le système, un bout du système, une prédiction, toutes les prédictions? Et enfin, une notion d'effort. Alors je suis parti du postulat que nos systèmes n'étaient pas ou peu interprétables. Je vais essayer de vous montrer pourquoi ils le sont pas ou peu. Pour moi, ces systèmes ne sont pas ou peu interprétables à cause d'un empilement de complexité. En fait, comment ça se passe? On part d'une information que l'on va collecter. Il y a des informations qui sont très complexes. Par exemple, l'EBITDA d'une entreprise, c'est une notion comptable complexe, dont j'oublie à chaque fois la définition. Et si vous n'avez pas cette connaissance comptable, si vous n'avez pas fait un petit peu d'études comptables, vous n'allez probablement pas savoir ce que c'est. Donc vous pouvez déjà commencer en collectant une information complexe. Ensuite, cette information, vous allez la stocker dans un système d'information, et vous pouvez potentiellement la stocker de manière complexe aussi. Par exemple, si vous vous mettez dans votre système d'information, donc vous avez une table avec un index, et donc vous mettez le client 1, il a l'index 1, le client 2, il a l'index 2, etc. Le client 10 a l'index 10. Eh bien, vous pouvez faire un modèle qui dit, monsieur, on vous refuse votre crédit parce que votre index est trop important. Ça paraît compliqué comme ça. En fait, ce que ça cache, c'est, monsieur, on vous refuse un crédit parce qu'on ne vous connaît pas depuis assez longtemps. Vous êtes tout juste rentré dans notre système d'information, on ne vous connaît pas depuis assez longtemps, donc il n'y aura pas de crédit. Et puis, il va y avoir un certain nombre de manipulations, ça va être changé de différents systèmes d'information, etc. Ce que je voulais vous montrer là, ici, c'était un système d'information, pour vous montrer que c'est quelque chose de très complexe. C'est un schéma d'un système d'information assez simple que j'ai pris, où en entrée, on a des données, puis elles sont transportées entre différents systèmes manipulés.
J'ai même enlevé les flèches pour rendre ça plus lisible, mais il y a plein de flèches dans tous les sens. Et puis finalement, ça ressort à un autre endroit. Le système d'information qui est représenté par ce schéma est très simple, c'est pas le système d'information d'une banque. Tout ça pour vous dire que c'est extrêmement complexe. Même si sur le papier on se dit ok, il faut tracer la donnée depuis l'entrée jusqu'à la sortie, en fait c'est quelque chose qui est très difficile. Et on n'est pas encore rentré dans notre algorithme de machine learning. Une fois qu'on a fait toutes ces manipulations, on va arriver au data scientist qui veut construire son intelligence artificielle, qui va prendre ces données, donc, qui va construire des indicateurs, certains indicateurs métiers. On lui a dit, pour le crédit, c'est important d'avoir plus de 18 ans et moins de je ne sais pas quel âge. Et puis des indicateurs du data scientist, c'est-à-dire qu'il va se faire plaisir, il va faire le sinus du carré de la moyenne sur les 180 derniers jours, qui vont devenir eux aussi complexes. Donc on a un empilement de la complexité déjà depuis l'information jusqu'aux données, avant même d'entrer dans l'algorithme de machine learning. Quand on commence à toucher aux algorithmes de machine learning, j'en ai pris deux exemples d'éléments de base, là ici, l'arbre de décision et le neurone artificiel. On introduit de la complexité due à l'objet mathématique. Alors représenté comme cela, l'arbre de décision, sur la gauche, semble beaucoup plus facile à interpréter que le neurone artificiel. Mais au final, c'est qu'une histoire de représentation. Derrière l'objet mathématique, derrière l'arbre de décision, c'est une succession de minimisation d'un critère qui s'appelle le Gini, qui devient vite un petit peu plus compliqué. Et ça, c'est juste l'objet élémentaire. Ce qu'on aime bien faire dans nos algorithmes de machine learning, c'est mettre du volume, mettre de la liberté pour pouvoir apprendre des choses. Donc, on va mettre plein d'arbres en parallèle. On va connecter plein de neurones entre eux. Ça va former des forêts aléatoires et des réseaux de neurones. Et donc, même si on avait compris l'élément de base, l'arbre de décision ou le neurone, ça devient très difficile de comprendre face à ce volume d'informations. Donc on a cet empilement de la complexité depuis l'information jusqu'à l'algorithme de machine learning, et on en ajoute au fur et à mesure, au fur et à mesure, au fur et à mesure, au fur et à mesure. C'est ce qui fait qu'on n'est pas interprétable, ou difficilement interprétable. Alors on ne fait pas ça pour rien, on ne fait pas ça gratuitement, on ne fait pas ça pour se faire plaisir. En fait, on se fait ça parce que la complexité du modèle, c'est une forme de liberté qu'on lui donne pour lui permettre d'apprendre plein de choses. Et donc la complexité du modèle va servir la performance du modèle. La performance va servir, elle, son utilité. Le truc, c'est que cette complexité, du coup, dessert l'interprétabilité. Interprétabilité qui, dans un certain nombre de cas, servira l'utilité du système. Et donc, il va convenir de trouver un équilibre entre interprétabilité et performance. Il est important de dire que ce qu'on modélise, ce n'est pas des choses simples. Donc, il n'existe pas de modèles simples, parfaits, qui vont résoudre les problèmes, dans la plupart des cas en tout cas. Donc il va toujours falloir chercher cet équilibre entre performance et interprétabilité. S'assurer que la complexité que l'on ajoute sert vraiment l'utilité. Maintenant que je vous ai démontré que l'interprétabilité, le défaut d'interprétabilité, c'était le problème d'une succession de complexité, ce que je vous propose, c'est des pistes de solutions. Alors ces pistes de solutions, elles sont tout d'abord non techniques. La première, c'est du bon sens métier. C'est-à-dire qu'il s'agit d'aller demander aux métiers, donc aux médecins dans le cadre d'un projet en médecine, aux banquiers dans le cadre d'un projet sur des crédits, qu'est-ce qui, selon toi, va aider la prédiction de est-ce qu'il y a un cancer ou pas, de est-ce qu'il va me rembourser mon crédit ou pas. Et là, il va nous donner des indicateurs très forts qui auront beaucoup de signal, donc qui vont apporter beaucoup de performance sans apporter beaucoup de complexité. Donc ça nous permet de booster la performance sans trop dégrader l'interprétabilité. Avec de l'humain, en faisant de la pédagogie, en expliquant ce qu'on fait. Ce matin, il y avait l'idée d'aller expliquer ce qu'on fait dans les écoles maternelles. Ça servira sans doute. Ensuite, avec des outils de visualisation. Je voulais vous en proposer un que j'ai été amené à réaliser dans le cadre d'une de mes missions. C'est celui-ci. En fait, c'est un outil qui sert à prédire la satisfaction d'un client. En fait, ce qu'on voit sur la partie basse, c'est d'abord en orange les différentes notes de satisfaction que nous a donné le client, en fait, entre 0 et 10 dans le passé. Donc on voit que sa satisfaction a pas mal évolué. Et puis on voit le point bleu au bout, qui représente la satisfaction prédite. Et en fait, à notre commercial, si on lui donnait juste la satisfaction prédite, ça ne l'aidait pas beaucoup. Il ne savait pas quoi en faire, il n'avait pas confiance. Et déjà, en lui retraçant l'historique de satisfaction, il disait « Ok, ça s'est amélioré. » Donc c'est plutôt pas mal. Et en plus, ce qu'on a fait, c'est qu'on a rajouté sur la partie de dessus des événements de vie du client. On a sur la ligne du dessus, tout en haut, les réclamations, c'est-à-dire qu'il y a eu 2 réclamations à un moment faites par le client, et puis d'autres événements de vie. En fait, ce qu'on fait, c'est une recontextualisation dans la vie ici du client de cette prédiction.
Ce qui permet donc au conseiller commercial de dire ok, mon client n'est pas satisfait, pour ces raisons, je comprends ça, donc je vais pouvoir apporter une action efficace là-dessus. Je vais pouvoir me servir efficacement de cette prédiction. Il y a aussi des solutions techniques pour devenir interprétable. Alors, ce qu'on fait en data science, ça reste beaucoup de code. Et du coup, il faut aller s'inspirer du monde du développement logiciel, où ils ont énormément de bonnes pratiques qui vont nous permettre d'avoir des codes robustes et d'avoir des codes surtout reproductibles. La reproductibilité, c'est quelque chose d'extrêmement important, puisqu'il faut qu'on soit capable de rejouer une situation. Si on nous demande une explication, comment tu en es arrivé à ce que ta voiture ait cet accident, il faut être capable de rejouer la situation, d'être reproductible. Il y a des notions de traçabilité, être capable de dire d'où vient cette donnée, d'où vient cette information, comment je l'ai collectée, est-ce qu'elle n'a pas été altérée, qui l'a modifiée, des choses comme ça. En commençant simplement, moi, le premier, en tant que scientifique, je vais vouloir faire l'état de l'art. Je vais aller chercher l'algorithme le plus puissant qui est sorti récemment et je vais vouloir l'implémenter. Le truc, c'est que ça ne me garantit pas que toutes les complexités que je vais mettre dans mon système soient utiles. Il convient de commencer simple, en faisant un modèle simple, avec peu de données, pour être capable de construire un modèle vraiment le plus simple possible, minimaliste, et je vais voir la performance qu'il a. Et comme ça, je vais pouvoir m'assurer que toute la complexité que je vais rajouter dans mon système après sert à quelque chose. Et puis finalement, il existe des algorithmes de data science qui vont apporter une partie de réponse. Alors ces algorithmes de data science, j'en ai sélectionné 3. Mais avant de vous en parler plus largement, je veux souligner le fait que ces algorithmes vont aider uniquement lorsque vous cherchez des explications. Si vous cherchez de la transparence ou de la preuve, ces nouveaux algorithmes de data science, en fait, que vous allez rajouter, vont ajouter de la complexité, vont ajouter de la difficulté, du coup, à être intelligible, à prouver. Donc les algorithmes de data science n'aident que à apporter des explications. Alors je vais commencer par la photo du chien et du chat en haut. Alors c'est un algorithme qui s'appelle des heatmaps. En fait, le problème là ici, c'était de classifier est-ce que c'est un chien ou est-ce que c'est un chat. Identifier les chiens et les chats dans la photo. D'accord ? Et en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a représenté les zones d'attention du réseau de neurones qui fait ça. Au moment de la prédiction. Donc sur la photo de gauche, on voit que ce qui a servi à prédire chien, en fait, c'est le museau du chien. Donc c'est principalement la zone en rouge et puis un petit peu la zone en jaune et en bleu. Pour prédire chat, on voit que c'est sur la photo de droite, du coup, on voit que c'est tout le corps du chat qui a servi. Et puis de manière un petit peu étonnante, il y a un coin de la fenêtre qui a servi à prédire chat. Peut-être une souris. Il y avait peut-être une bonne raison. Sans doute pas d'ailleurs. Peut-être qu'il y avait une corrélation qui est sur toutes les images de chat qu'on a proposées, où à chaque fois il y avait un coin de fenêtre, mais ça faisait pas grand-chose. On voit que c'est quand même une zone qui est faible, donc on pourrait choisir de l'ignorer, ou on pourrait choisir de chercher à améliorer notre algorithme en se disant ok, pourquoi il prend les coins de fenêtre, il ne faut pas qu'il prenne les coins de fenêtre. Le deuxième algorithme dont je veux vous parler, c'est un algorithme qui s'appelle Tree Interpreter, donc qui est en haut à gauche, où en fait l'arbre de décision, c'est une succession de questions, c'est-à-dire est-ce que vous avez plus de 18 ans? Sinon, alors on ne vous donne pas de crédit, si oui, alors on peut continuer. Et puis on vous pose des questions successives, et puis vous arrivez dans une feuille de cet arbre, et on vous donne une décision, oui, vous avez un crédit, non, vous n'avez pas un crédit. Et donc pour expliquer cette décision, on peut extraire l'ensemble des critères, donc le chemin par lequel vous êtes passé, qui ont amené à la décision, oui, vous avez un crédit, non, vous n'avez pas de crédit. Donc on est capable de dire, on vous a rejeté votre crédit parce que votre âge est supérieur à temps, parce que vos revenus sont inférieurs à temps, etc. Le dernier algorithme dont je voulais vous parler, c'est les Shape Values, ça s'appelle. C'est quelque chose qui va chercher à retrouver quelle variable a contribué à la prédiction. Si je vous dis vous avez un cancer à 80%, eh bien je vais être capable de dire votre âge a contribué à 50% à la prédiction, votre passé de fumeur a contribué à plus 40% encore. Par contre, le fait que vous ne buviez pas d'alcool a diminué la probabilité de 20%. Et donc on est capable de recomposer un petit peu qu'est-ce qui a contribué à la probabilité. Voilà quelques exemples d'algorithmes. Il en existe vraiment beaucoup. La littérature scientifique en ce moment, il y en a beaucoup qui sont publiés en ce moment. Mais l'idée, c'est vraiment que ça apporte que des explications. Maintenant, pour finir cette petite conférence, ce que je voudrais faire, c'est vous donner un petit peu mon retour d'expérience terrain. Mon retour d'expérience terrain, c'est que l'interprétabilité, c'est un vœu pieux. Tout le monde le fait, sauf qu'au final, j'ai pas vu grand-chose. Il n'y a pas grand monde qui va en production avec ça. Il n'y a pas grand monde qui fait vraiment quelque chose là-dessus. Et de toute façon, les façons de faire importent plus que les algorithmes. On l'a vu, comment c'est simple. S'assurer de la traçabilité, s'assurer qu'on construit correctement les choses, s'assurer qu'on est reproductible, plus qu'un algorithme de data science.
Le challenge maintenant, il est surtout dans la réalisation et non plus dans la recherche de nouveaux algorithmes. Alors bien sûr, la recherche sert à quelque chose. J'ai mis de manière un petit peu provocative qu'il faut arrêter la R&D et mettre en pratique. C'est que l'enjeu là aujourd'hui, il est surtout sur la mise en pratique. Il est surtout de dire, mettons les premiers cas d'usage où on va expliquer effectivement le vrai comportement de notre algorithme de data science. En conclusion de ce talk, les projets de data science, ils deviennent vraiment impactants. On le voit tous les jours, on le voit dans la presse, et puis même on s'en rend pas compte dans plein de cas. La difficulté d'interpréter est due à un empilement de la complexité, depuis l'information que vous collectez jusqu'à la prédiction. L'interprétabilité concerne toutes les personnes autour de votre système de data science, et chacune de ces personnes va avoir un besoin d'interprétabilité différent. Les techniques à employer vont dépendre des besoins, mais ce n'est pas que de la data science. Et si vous voulez commencer quelque part, travaillez sur vos façons de faire plutôt que sur les algorithmes et les outils. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous remercie.